Donc on est tout le temps soumis à une tension entre la connaissance et une forme de croyance, en fait. On est tout le temps en train de croire quelque chose. Pour être ici, vous avez bien cru que Lorraine serait là, que toute l'équipe serait là, que les portes seraient ouvertes, que le monde n'allait pas s'écrouler sur vous en sortant de chez vous. En fait, on n'a jamais tort d'avoir confiance. La confiance, c'est pas la crédulité, ça n'est pas la naïveté, c'est un parti pris. Car croire, ça change l'incertitude en opportunité. Voilà ce que ça change. Bonjour et bienvenue à Inspire. Élevez votre potentiel en maîtrisant les secrets des plus grands experts. Mon invité aujourd'hui est Marion Muller-Collard. Marion a un doctorat de la faculté de théologie protestante de l'université de Strasbourg. Elle a été d'abord aumônier des hôpitaux avant de se consacrer à l'écriture. Aujourd'hui, elle dirige la maison d'édition Labor et Fides. Et surtout, Marion a la capacité d'écrire des livres extraordinaires où elle sait exprimer ce que je ne sais même pas que je ressens. Et c'est extraordinaire, c'est inouï. J'ai découvert les livres de Marion avant d'avoir le privilège de la rencontrer. Et je me suis dit, cette femme écrit ce que je ne sais même pas que je ressens. Donc j'ai eu la chance de lire Les Grandissants, la chance de lire L'Intranquillité, L'Autre Dieu, et maintenant Croire, qu'est-ce que ça change? Et aujourd'hui, nous allons échanger sur la question de croire, qu'est-ce que ça change? Donc Federico a très gentiment chauffé la salle en vous proposant de penser croire en soi, croire en l'autre, croire en une force supérieure à la nôtre, croire en l'amour, la justice, enfin bref, on a tous dans notre cœur une croyance. Et aujourd'hui, on va se précipiter dans le vif du sujet avec Marion. Et ce que je propose comme point de départ de cet échange, c'est: est-ce que tu pourrais tout simplement nous expliquer, au fond, ce que c'est que croire pour toi? Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, Lorraine, pour l'invitation, à Federico d'avoir admirablement chauffé la salle, comme tu dis, mais surtout d'avoir déjà fait émerger des mots-clés, en fait, tout de suite, avec cette question du croire factuel, du croire spirituel, de l'espoir, et qui permettent tout de suite de sentir que derrière le mot croire, il y a plus que savoir de quelle confession on est, quelle est notre histoire religieuse. En fait, ça va bien au-delà de ça. Je voudrais juste réagir à votre slogan. C'est-à-dire que, 1, j'ai pas de secret, et 2, je suis pas une grande experte. Je veux quand même poser ça tout de suite, hein, parce que je voudrais pas vous faire croire que je sais des choses inaccessibles au commun des mortels, en fait. Et ce mot d'expertise, justement, il me pose un petit peu problème. Et on va rentrer du coup dans le sujet, mais peut-être par un petit détour par rapport à ta question. On vit en fait dans un monde où on est vraiment... on reçoit beaucoup d'informations. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais moi j'ai beaucoup de difficultés avec ça. J'ai beaucoup de difficultés avec le fait de me dire que le monde est très vaste, que l'âme humaine en plus est très complexe, qu'on est 7 milliards, qu'aujourd'hui on a les moyens d'avoir des nouvelles en temps réel de ce qui se passe à travers tout le monde, et qu'en fait on a très peu de capacité d'absorption de toutes ces choses-là. Voilà. Donc on est pris dans un faisceau d'informations qui en plus nous convoque, enfin produit des choses émotionnellement et nous convoque en plus des fois dans le registre de l'opinion, c'est-à-dire qu'on est obligé de discuter
les uns les autres nous disent qu'est-ce que tu penses de ceci, qu'est-ce que tu penses de là, est-ce que tu n'es pas scandalisé par ça, enfin voilà. Et donc on est, enfin moi je me sens, en tout cas pour parler vraiment de moi, je me sens souvent un peu accablée par cette masse d'informations. Et ces informations, en plus, on ne peut pas toujours les vérifier. On n'entend que... Et puis alors aujourd'hui, en plus, il y a des médias officiels, mais des fois, on doute un peu de leurs intérêts propres. Pourquoi ils nous parlent plutôt de ceci que de cela. Et puis, il y a les réseaux sociaux, où en fonction du réseau que vous avez constitué, vous avez ce qu'on appelle des biais de confirmation, parce qu'en fait, vous êtes connecté avec des gens qui souvent s'intéressent aux mêmes choses que vous, ou ont un peu les mêmes opinions que vous, donc si bien que vous avez l'impression de voir l'entier d'un monde, alors qu'en fait, on ne voit que jamais son petit monde, enfin voilà. Donc on est tout le temps soumis à une tension entre la connaissance et une forme de croyance, en fait. Une forme de croyance plus ou moins consciente, qui va déterminer la façon dont on va se situer dans le monde. Et en fait, c'est pas très grave. C'est pas très grave à condition de savoir croire. De savoir croire dans un double sens. Et c'est un peu ça qui m'a mise à l'écriture de ce texte. De savoir croire, c'est-à-dire d'être lucide sur le fait qu'on est en train de croire quelque chose plutôt que d'être sûr de quelque chose, que d'avoir une certitude, que d'avoir une connaissance. Et de savoir croire, et là on arrive plutôt dans le registre spirituel, comme disait Madame, de savoir aussi que quand je suis dans le registre vraiment de la croyance au sens spirituel, au sens de la foi, et vous avez très bien posé les choses, Madame, en disant tout de suite déjà cette distinction entre le factuel et le spirituel, et puis ensuite dans le spirituel en disant croire en un créateur, mais déjà ça, vous avez eu l'immense sagesse d'être prudente et de dire ou en d'autres formes, ou comme le résume Lorraine, une force supérieure et extérieure à nous, pour être le plus vague possible. Et quand on prend les précautions que vous avez prises ou qui ont été reprises par Lorraine, on est déjà dans du savoir-croire. C'est-à-dire savoir-croire au sens, comme on dit savoir-être, vous savez, ah ben c'est ça du savoir-être, c'est de la bienséance, c'est quasiment de la politesse, du respect de l'autre. C'est-à-dire je ne vais pas considérer a priori que l'autre croit tout comme moi. Déjà, quand on dit un créateur, on est déjà dans une logique monothéiste. Tout le monde n'est pas dans une logique monothéiste. Moi, je suis de tradition protestante, je suis chrétienne de tradition protestante, c'est de là que je parle, mais je sais que quand je dis ça, j'appartiens à une certaine histoire qui a été déterminée par ma naissance, que j'ai rechoisie de par mon parcours de vie, mais qui est très déterminée pour des raisons sociologiques. Enfin voilà, je suis lucide sur le fait que je ne suis pas dans le terrain de la vérité absolue, je suis en train, comme tout être humain, d'entrer dans un récit, une façon de raconter la vie, une façon de raconter l'histoire, une façon de créer du sens qui est propre à ma tradition, mais qui n'est pas universelle. Donc ce savoir-croire, il est très important. Il est très important pour deux raisons. La première, c'est bien distinguer dans quel registre on se trouve. Est-ce qu'on se retrouve dans le registre de la connaissance, vérifiée, vérifiable, dont on est capable de rendre compte. On est capable aujourd'hui d'expliquer pourquoi la Terre est ronde. Je reviendrai là-dessus. Non pas que j'en doute, mais je vais vous expliquer, enfin il y a une petite nuance à apporter ici, dans le « on est capable de ». Et donc d'être dans le registre, de savoir quand on est en train de faire confiance, de croire quelque chose qui nous est dit, parce que la personne qui nous le dit, on a confiance en elle, ou parce qu'on en est convaincu, c'est une conviction, c'est intime, on parle de ça dans le domaine de la justice, l'intime conviction. Et le savoir-croire au sens de, on a tous ou pas, il y a quelques personnes, mais qui sont relativement rares, qui sont parfaitement athées, sans dimension spirituelle ou dimension religieuse dans leur vie. C'est assez rare, parce que souvent quand on creuse un peu, on se rend compte que les gens qui croient que le fait qu'on soit tous là ce matin
est le résultat d'une pure coïncidence et enchaînement de causes biochimiques sans autre intention, projet d'une forme spirituelle, métaphysique, religieuse, je ne sais pas comment l'appeler. Les gens qui croient ça, parce que c'est aussi une croyance, de croire que Dieu n'existe pas, c'est croire que Dieu n'existe pas. Voilà, c'est en fait l'équivalent dans le miroir de croire que Dieu existe, quoi. C'est le contraire. C'est pas juste suspendre comme les Grecs de la philosophie antique le disaient, la suspension du jugement. Je ne sais pas. C'est pas ça. Être athée, c'est croire que Dieu n'existe pas. C'est une croyance négative, mais c'est une croyance. Et donc ces gens-là sont relativement rares parce que en fait, on est voué à tellement de. C'est tellement dingue d'être là plutôt que de ne pas être là. Que se dire, quand on y pense, le vertige que ça donne, se dire, purée, pourquoi quoi, enfin, pourquoi vous êtes là, pourquoi la vie a pris cette forme-là, pourquoi Lorraine est Lorraine, pourquoi on est né là, maintenant, enfin, voilà, et que on fabrique assez rapidement une forme de croyance, parfois un peu de superstition, peu importe, en tout cas, c'est assez rare d'avoir aucune croyance. D'être vraiment, de vivre, de traverser la vie humaine d'un point de vue purement factuel, c'est relativement rare. Moi, je connais peu de gens dans mon entourage qui sont capables de ça, de pas tout à coup investir quelque chose dans la croyance. Et je le redis, il n'y a vraiment pas de mal. Ce qui devient embêtant, c'est quand on est dépourvu de savoir croire et qu'on veut imposer à l'autre qu'on pense qu'on détient la vérité absolue sur le grand mystère, les secrets. Voilà. Moi, j'aurais un secret, je serais experte d'un secret et je viendrais vous expliquer la vie comme si vous n'étiez pas aussi expert du vécu de votre propre vie et que vous êtes aussi expert de choses dont je n'ai pas idée parce que je ne sais pas ce que c'est que d'être chacun d'entre vous. Je suis très limitée, je ne suis que moi-même. Je ne vois la vie que de mon point de vue. Je suis le centre de mon monde, comme vous êtes chacun le centre de votre monde, du monde. Chacun est le centre du monde pour soi, en fait. Et donc, soit on se bat les uns avec les autres, soit on se dit c'est génial, on est nombreux, et l'autre va me permettre d'avoir un point de vue que je n'aurais jamais pu avoir sans lui. Madame, là, voit ce qu'il y a derrière moi, moi je vois ce qu'elle a derrière elle. Si on n'est pas capable de se retourner ni l'une ni l'autre, on peut se raconter, en fait. Je peux compléter ce que vous ne voyez pas, et vous pouvez compléter ce que je ne vois pas. Et ça, cette perspective, en fait, cette démultiplication des perspectives, elle est à la fois assommante, comme je disais tout à l'heure, parce que du coup, on est tout le temps sollicité par des nouvelles perspectives. Et je crois qu'il faut être un peu indulgent avec soi-même dans notre capacité d'absorption de tous ces points de vue, et peut-être s'autoriser à faire un tri, à dire, ben voilà, ça m'intéresse, ça... Et en même temps, il faut rester ouvert, curieux, et être dans l'humilité de savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut que croire, et que peut-être d'autres vont venir nous dire qu'ils croient autrement. Ou peut-être aussi, nos croyances vont être contredites, parce qu'on a cru, et là, c'est pas dans le domaine du religieux, parce que ça, c'est inconnaissable. En revanche, on a cru pendant longtemps quelque chose. Les scientifiques font ça, hein. Ils ont aussi une étape de croyance, je le raconte dans le livre, c'est-à-dire, en fait, quand vous êtes un chercheur, nous sommes tous des chercheurs de quelque chose à un moment, vous faites des hypothèses. Prenons, pour sortir du champ scientifique, que moi je ne connais pas du tout, je ne sais pas ce que c'est que d'être en laboratoire et de faire des recherches, voilà, je ne sais pas, mais voilà, vous avez perdu vos clés, c'est-à-dire moi c'est quotidien, je perds quelque chose, je vais faire des hypothèses. Et pendant un temps, je vais croire que je les ai laissées à tel endroit. Donc, comme je crois ça, je vais aller chercher. Et le fait de ne pas les trouver, voilà, ça va être une étape dans mon processus de recherche. Cette croyance-là va être réfutée, en fait, cette hypothèse va être réfutée, parce que j'ai vérifié, ça ne marche pas. Donc, je vais aller chercher ailleurs. Voilà. Et donc, on est tout le temps en train de croire quelque chose,
pour être ici, vous avez bien cru que Lorraine serait là, que toute l'équipe serait là, que les portes seraient ouvertes, que le monde n'allait pas s'écrouler sur vous en sortant de chez vous. Si vous aviez cru que le monde allait s'écrouler, vous seriez resté chez vous. Vous ne l'avez pas cru, vous avez cru que c'était OK de sortir dans la rue ce matin. Et donc, on a besoin, en fait. Et aussi, comme le disait Madame, au sens de la confiance. C'est-à-dire que on a besoin aussi de se faire confiance. Et là, je reviens sur l'idée que la Terre est ronde, qui n'est pas une idée, qui est un fait, qui a été démontré. Moi, par exemple, si vous me demandez de le prouver là, maintenant, en 5 minutes, j'en suis pas capable. Je suis nulle, en fait. Moi, je suis très littéraire. Je peux vous parler des livres que j'ai aimés pendant 10 heures, mais je suis pas capable, en fait, de faire une démonstration scientifique. C'est pas ma formation et je vais être très vite approximative, hésitante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je fais suffisamment confiance dans le système dans lequel j'ai été éduquée pour savoir que si on m'enseigne ça, et puis je me souviens aussi qu'à un moment j'ai compris, à un moment je me souviens qu'un professeur m'a expliqué ça de façon convaincante dans un moment de mon enfance, et puis même si ça n'avait pas été complètement convaincant, j'ai un présupposé de confiance en fait. Et il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle William James qui dit « la vérité vit à crédit ». C'est qu'en fait, la vérité qu'on croit détenir, bah oui, on croit la détenir. Et la question, c'est à qui vous faites confiance? C'est quoi votre critère de confiance? Est-ce que c'est la majorité, par exemple? Alors, c'est un peu embêtant, la majorité, parce que ça ne marche pas à tous les coups. Des fois, on est très nombreux à se tromper. Et on s'en rend compte après coup. Est-ce que c'est l'affectivité? C'est quelqu'un que vous aimez. C'est une confiance relationnelle qui va vous permettre de croire que si la personne vous le dit, c'est que c'est vrai. Voilà, donc c'est important de... Enfin, c'était juste l'objectif, c'était pas de percer un secret à travers un grand expert. C'était de se dire, tous ensemble, de prendre conscience de à quel point on est voué à croire. En fait, on n'a pas trop le choix, on est un peu obligé de croire. Si on croit à rien du tout, on se lève même pas le matin. Et de discerner quelles sont les croyances qui nous entraînent à l'erreur et pourquoi, quelles sont les croyances qui nous augmentent en fait, qui nous permettent effectivement d'augmenter ne serait-ce que notre confiance en nous-mêmes, notre confiance dans les autres. C'est difficile de faire confiance. Voilà. Quelles sont les croyances qui sont vouées à être vérifiées et à devenir du coup de la connaissance, quitte d'ailleurs à être réfutées. C'est comme ça que fonctionne la science. C'est Karl Popper, qui est un philosophe de la science, qui parle de la réfutation en science. C'est important. Un scientifique, il a envie. Si un collègue lui dit « Écoute, ton hypothèse, elle est foireuse, regarde, ça marche pas », normalement, le scientifique, il est content, il n'est pas vexé. Un bon scientifique, il est content parce que ça lui permet d'avancer. Il était dans l'erreur, il travaillait 2 ans sur un truc, sur une fausse piste. Il fallait qu'il travaille pour savoir si c'était une fausse piste ou pas. Et quand un collègue lui dit « Regarde, ça marche pas », il est content, il a avancé. Il n'est pas vexé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, aujourd'hui, c'est pas toujours évident. On l'a vu pendant la crise du Covid, ça devenait un peu compliqué. Les scientifiques qui avaient une carte perso à jouer dans l'affaire par rapport à ceux qui se mettaient vraiment au service du bien commun. Et à qui on fait confiance? Il y a de quoi être perdu, des fois. Il y a de quoi être perdu. Donc voilà. Et je trouve vraiment intéressant, c'était le projet de ce livre, de montrer, en fait, de prendre conscience de quand est-ce que la croyance est mobilisée. Et donc, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire croire? Et j'étais vraiment hyper heureuse d'entendre déjà dans le petit, les petites réactions comme ça qu'il y a eu, que vous comprenez tous très vite et spontanément, parce que c'est tellement notre vie que croire peut signifier beaucoup de choses et fait complètement partie de notre vie humaine, quoi. Merci beaucoup Marion. Je vais rebondir sur quelques points. Tu as préparé combien de questions? Parce que tu vois, en fait, comme je fais des réponses d'une demi-heure... Hein. J'avais une question, non. Mais là, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Ce que je trouve intéressant, c'est cette réflexion de croire. À un moment donné, tu dis, d'ailleurs, au début de ton livre, que je retrouve la note quelque part, tu dis, à un moment donné où tu as décidé à 16 ans de croire. Et j'aime beaucoup associer l'idée de décider avec l'idée de croyance, et non pas de choix, un choix qui est finalement rationnel, je vais peser le pour et le contre, et le choix va me diriger dans une direction qui est rationnelle. Tandis que la décision, on n'est pas dans quelque chose de rationnel, on est dans une prise de risque.
Et là, ce que je trouve très intéressant, c'est vraiment de se rendre compte que quand on décide de croire, on est en train de prendre un risque, le risque de se tromper. Et c'est très intéressant ce que tu dis par rapport aux scientifiques, parce que là, on est au risque de se tromper, et pourtant, on croit. Et on va décider de croire, on va y aller, on va être audacieux, on va être courageux, on va décider de croire basé sur quelque chose qui n'est pas rationnel. Comme dit le théologien Kierkegaard, il dit, danois, il dit, on est au-delà du méta, c'est un saut dans le méta-rationnel, c'est-à-dire au-delà de la raison. Il y a quelque chose en fait de complètement fou dans l'idée de croire. Et moi j'aime beaucoup penser de me dire, quand on croit, on n'est pas dans quelque chose forcément de rationnel, qu'on va pouvoir prouver, sinon on est dans le savoir, mais on est dans quelque chose de complètement fou, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose dans lequel on prend un risque, et dans quelque chose qui nous permet de nous surpasser et d'être plus vivants que jamais. Et ce que Marion dit aussi, qui m'intéresse et qui m'interpelle, c'est finalement cette question de si on est plus vivant que jamais, si on ne croit plus en rien, évidemment, on ne se réveille plus le matin. Donc là-dessus, je continue sur le thème du Covid qui m'intéresse beaucoup parce qu'il y a un moment donné, et ça m'a beaucoup touchée, tu avais mis suite à cela dans ton bouquin, tu avais mis un jour tes garçons dans le train pour faire un voyage qui va de Strasbourg à Paris. Et puis, une dame te dit, vous êtes irrationnel, insensé de mettre vos fils dans le train pour faire ce long voyage tout seul. Et j'ai beaucoup aimé cette statistique de la probabilité du 99% des gens sont bons et bienveillants. Donc, il y a également, dans la croyance, il y a également cette relation à la confiance. Et j'aimerais beaucoup que peut-être que tu nous parles un tout petit peu de cette relation entre croyance et confiance. Maintenant qu'on a défini que croyance dit prise de risque, dit être complètement insensé et fou, mais d'être conscient qu'on est fou et donc qu'on n'a pas raison, mais on croit. Maintenant, on va parler de la croyance en lien avec la confiance et donc croire en l'autre, qui est indispensable dans le monde dans lequel on vit. Ouais, je cherche le passage. Oui, tu l'as, toi? Oui, ouais, j'ai pris elle est note. trop forte. Ouais, attends, faut que je retrouve. Elle a écrit 30 pages sur le livre qui lui-même en fait moins, en fait. Elle a refait un livre. Attends. Donc, croire, ça n'est pas la crédulité. Ça c'est important et je vous redirai pourquoi après. Ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à imaginer tous les scénarios dans toutes les situations et à les anticiper qu'on est crédule. On agit par statistique et par foi, on prend des risques, on mise sur l'autre. Ce livre est une lettre à mon fils, donc vous allez comprendre la suite. Quand vous étiez enfant, ton frère et toi, et que vous avez commencé à prendre le train tout seul, TGV, réservation obligatoire, direct jusqu'à Paris, vos grands-parents attendant devant votre voiture à l'arrivée sur le quai, une dame avait cru bon de m'interpeller avant que je ne quitte le train qui allait vous emmener. Vous laissez des enfants voyager seuls avec toutes les horreurs qu'on entend. Je m'étais penchée vers vous, je l'ai détesté d'abord, et je m'étais penchée vers vous en vous murmurant une statistique de mon cru, tout à fait improvisée, avant la fermeture des portes qui allait nous séparer. Souvenez-vous que 99% de l'humanité est bienveillante. C'est vraiment au doigt mouillé. Voilà. Une croyance, en somme. Un savant mélange de foi et de probabilité. Probabilité pour que tous les voyageurs de votre wagon soient issus du même réseau pédocriminel et profitent de l'absence du contrôleur dans les parages pour vous couper en morceaux. Par prudence, je dirais quasi nulle. Voilà, ainsi vivons-nous ensemble. Savoir croire pour pouvoir vivre ensemble. Ne pas être dupe et savoir avec Georges Haldas que la confiance est le contraire d'une sécurisation, c'est une prise de risque. Et d'où l'aberration de toute la politique risque zéro. Nous, on a eu un président en France qui était hyper obsédé par la tolérance zéro. Ouais, tolérance zéro. C'est totalitaire comme projet, en fait. C'est pas possible, quoi. Enfin, et je raconte une autre anecdote, aussi parce que je me rends compte que on est un peu crispé
enfin, on a vraiment des raisons d'être inquiet, d'être un peu crispé, de se méfier. Alors, on a des raisons à l'échelle de la société, on a des raisons à l'échelle individuelle, ça c'est très personnel. Quelles expériences on a fait dans nos vies de trahison, d'agression, de violence, de violation, ce que le philosophe Frédéric Worms appelle les violations. C'est toutes ces situations plus ou moins graves, plus ou moins violente. La violation, des fois, elle se fait tout en douceur, hein, mais c'est quand même une violation. Et donc, en fonction du nombre d'expériences qu'on a de ça, ben oui, on est plus ou moins méfiant, en fait. Et on a capitalisé, malheureusement, des raisons de l'être. Et je remarque que il y a quelque chose qui souvent nous fait peur. Alors, il y a des questions de personnalité, hein, on est plus ou moins... il y a plein, c'est un mélange d'expériences, de personnalité, d'éducation, de je ne sais quoi. Mais il y a quand même un peu cette angoisse de se faire avoir, comme si c'était vraiment très humiliant. Quand notre confiance est trahie, on se sent humilié. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me donne vraiment à réfléchir et où j'ai repensé à ça à l'occasion d'une petite anecdote qui est arrivé à mon fils, à un de mes fils, qui revient à la maison en disant « Ah, je suis trop nul, je me suis fait avoir. » Il était hyper en colère, et il était en colère contre lui. Je me suis dit « Qu'a-t-il fait ?» Et il me raconte qu'il était à la gare, c'est pas une histoire de train cette fois-ci, mais que quelqu'un lui dit « Ouais, j'ai besoin de monnaie, est-ce que tu as 20 € en monnaie ?» Et mon fils lui donne 20 € en monnaie, en pensant que le mec allait lui donner un billet de 20 €. Évidemment, le type s'est barré avec 20 € en monnaie, il lui a pas donné de billet. Bon. Et il me raconte ça, mais il est vraiment furieux. Et puis 20 € à son âge, enfin voilà, puis 20 € c'est 20 €, et puis pour lui en particulier, il était vraiment dégoûté, quoi. Et je lui ai dit, écoute, c'est une violation. C'est une violation, en fait, et c'est grave. En fait, c'est 20 €, mais c'est grave. C'est grave parce que ce qu'il en déduit, lui, c'est que plus jamais, il fera confiance. Voilà, il me dit ça. Il me dit « Ah, je me ferai plus avoir ». Je lui dis « Je t'en supplie, Félix, refais-toi avoir. Refais-toi avoir pour respecter qui tu es. Parce que tu devrais pas avoir honte, toi. La honte, elle n'est pas dans le bon camp, là. Il n'y a pas de raison que tu te sentes humilié. Moi, je suis fière de ce que tu as fait. » Je lui ai filé 20 balles pour le consoler, quand même. Je me suis dit, voilà, pour encourager, voilà, t'as un petit backup, tu vois, t'as quand même maman derrière pour t'encourager à remiser, quoi. Je te dis pas de les redonner direct à je ne sais qui, mais quelque part, si, en fait. Parce que celui qui devrait avoir honte, ça n'est pas toi. Et souvent, ce transfert de honte, là, c'est une petite digression, mais moi, j'ai travaillé dans une commission française sur les violences sexuelles dans l'Église catholique. Et je remarque en fait, quand la personne qui devrait avoir honte n'a pas honte, c'est la victime qui a honte, qui ressent la honte en fait. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Parce que la honte, elle n'est pas au bon endroit. Et ça, je pense que la question de cette folie dont parlait Lorraine, moi, je plaide pour en fait. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon de vivre. Sinon, on va être de plus en plus triste et de plus en plus angoissé. Et j'ai pas envie de ça, moi, en fait. Là, je suis là avec vous, je suis bien, franchement. Et ça me fait plaisir, j'arrive, je sens que tout le monde est détendu, il y a une équipe qui s'entend bien, ça rigole. Voilà, moi, ça me nourrit, vous pouvez même pas imaginer. Ces petits moments de vie où on est tous ensemble, on n'est pas en train de se demander ce que l'autre est en train de fomenter dans sa tête, on voit que ça circule, que du coup, il n'y a pas trop d'angoisse, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Bon, on est enregistré, certes, ça passe au JT ce soir, vous êtes allés vous remaquiller, tout va bien. Mais voilà, on est tranquille, quoi. Et en fait, on est tranquille parce qu'il y a une part de confiance, on a remisé, chacun a dû surmonter quelque chose pour venir ici, et on a refait le pari que c'était safe entre nous. Et c'est pas parce que il peut se produire un accident qu'on a eu tort d'avoir confiance. En fait, on n'a jamais tort d'avoir confiance. La confiance, c'est pas la crédulité, ça n'est pas la naïveté, c'est un parti pris. Et quand on arrive à se dire ça, ça change tout. Parce que la honte, du coup, on la ressent plus. On peut ressentir de la colère, et elle est légitime. Mais moi, je refuse que mon fils ou qui que ce soit se sente humilié. Il ne s'est pas fait avoir. Quelqu'un a trahi sa confiance. Et ça n'est pas la même chose.
Et on a vraiment besoin d'être capable de faire ce pari et de le faire de façon lucide. Parce que quand on le fait de façon lucide, quand la confiance est trahie, on savait qu'on prenait ce risque. Et on ne se dit pas, je le prendrai plus. Parce qu'en fait, statistiquement, si vous faites les comptes, ça c'est un biais cognitif intéressant, c'est qu'on se souvient surtout des mauvaises expériences. Nos cerveaux, en fait, sont marqués, et c'est bien parce que c'est comme ça qu'effectivement l'erreur nous marque, parce que c'est celle sur laquelle on a une marge de progression. Les expériences qui se passent bien, en fait, notre cerveau, il les rumine pas parce qu'il n'a plus rien à en apprendre, c'est acquis, en fait. Mais si vous réfléchissez, le fait que vous soyez juste encore vivant et qu'on soit tous ensemble ici montre bien que vous avez fait plein de fois confiance et que plein de fois vous avez eu raison, en fait. Si vous devez mettre une colonne de toutes les fois où vous avez fait confiance et où ça s'est bien passé versus toutes les fois où vous avez fait confiance et où vous avez été trahi, vous verrez qu'en fait la colonne numéro 2, elle est en fait beaucoup moins fournie. Si vous êtes exhaustif, si vous développez vraiment, c'est un truc de dingue, quoi. Surtout nous, notre espèce. Parce que nous, notre espèce, si quand on est bébé, personne ne s'occupe de nous, on meurt. Voilà, c'est pas le petit fan qui naît dans la forêt, il peut à la limite presque arriver à se démerder, quoi. Mais nous, pas du tout. Donc ça veut bien dire que, bon an, mal an, avec plus ou moins de conditions favorables en fonction des vies, si on est là aujourd'hui, c'est quand même qu'on a fait confiance un nombre incalculable de fois, et qu'un nombre incalculable de fois, il y a eu quelqu'un relativement digne de notre confiance en face de nous. Donc oui, c'est une folie, mais c'est une folie quotidienne. Et c'est la condition de notre capacité à continuer à vivre des bons moments, en fait. Sinon c'est foutu, quoi. J'aime vraiment beaucoup cette idée de faire confiance, d'être trahi et de se sentir coupable. Et ça, ça change toute la donne parce que tout à coup on peut se dire mais en réalité non. À partir du moment qu'on se dit on ne doit jamais se sentir coupable d'avoir été trahi. Mais on doit se sentir fier d'avoir fait confiance. Exactement. Et qu'on doit se sentir fier d'avoir fait confiance, on doit se sentir fier d'avoir cru. Ça nous donne envie encore plus de faire confiance, de croire. Ça change vraiment toute la donne à notre manière d'aborder le monde. Donc j'aime vraiment beaucoup cette idée-là. Il y a autre chose que tu dis qui est très intéressant, c'est qu'un faon peut évidemment vivre de manière autonome dans un bois quelques heures après sa naissance, tandis que nous, on est totalement dépendants. Et c'est vrai qu'on a souvent cette envie de croire qu'on est des êtres indépendants, qu'on fait ce qu'on veut, qu'on dépend de personne. Et dans ton livre, tu le mets également de manière très intéressante, notamment quand tu parles de la crise sur le Covid. On est totalement dépendants les uns des autres. Et c'est une merveille d'être dépendants les uns des autres, et ce n'est pas grave non plus. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas être autonome dans notre manière de penser, autonome pour prendre le risque de croire, en fait, et donc d'être suffisamment fou pour passer ce saut du méta-rationnel pour croire. Ce qui m'amène en fait à Marion tremble, mon prochain point de réflexion, c'est-à-dire qu'on a pu voir la folie de croire, on a pu parler de l'importance de la confiance, et là-dedans, au fond de tout, qu'est-ce qu'il y a au fond de la croyance? Là, j'en perds mes pages. Au fond de tout, si on doit croire, tu vois, et si on doit effacer toutes les autres croyances, tu sais, ok, on croit qu'on va passer un bon moment aujourd'hui ensemble, on croit en un moment de partage, on croit que ça va être agréable, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a si on va au-delà de la croyance? Qu'est-ce qui reste? J'ai pas compris. Vous voyez, la grande experte, elle a pas compris. Non, en fait, je me dis, si on est, tu vois, qu'est-ce qui reste au fond de nous, quand on a enlevé, tu sais, il y a un moment donné dans ton livre, c'est très intéressant, tu parles d'un personnage qui devient le père qui joue que son personnage, que son rôle. Tu te souviens? Quand tu parles de l'œuvre de Proust, et tu dis, il n'était que serveur, il devient de Sartre, exactement, pardon. Et tu dis, il n'était que serveur, il n'était que devenu serveur. Et finalement, toi, tu dis, à un moment donné, je trouve ça très intéressant, tu dis, quand on va tout au fond,
Il y a un moment où on n'a plus besoin de se prouver socialement, et c'est là où toi, tu vas chercher ta paix, en quelque sorte. Oui, d'accord. Et c'est là-dessus que j'ai envie de partir, c'est-à-dire qu'au-delà de la définition de la croyance, c'est prendre conscience qu'il y a quelque chose de plus profond. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça touche à la question de l'intime. Exactement. La semaine dernière, j'étais dans un colloque de médecine et d'éthique et on travaillait cette question de l'intime. Et en fait, il y a une phrase du poète Rilke qui dit, qui a un postulat croyant, hein, il était chrétien, Rilke, comme c'était classique à l'époque dans sa culture à lui, et qui dit « Quand ton nom commence à circuler parmi les hommes, jette-le et prends-en un autre avec lequel seul Dieu peut t'appeler au milieu de la nuit. » Dieu ou n'importe quoi d'autre. On peut remplacer comme on veut. Mais c'est pour moi la question de l'intime. C'est qu'en fait, on est... là, on est dans le décor. Pas seulement. Mais on est tous là pour une raison sociale. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai essayé de m'en détacher très vite avec cette fonction qui m'était attribuée par cette petite phrase dans mon dos d'expert. Donc moi, j'arrive, et alors c'est Sartre qui parle de ça, il parle du garçon de café. Il dit en fait, le garçon de café, il surjoue, en fait, il sait tellement qu'il est garçon de café qu'il va en fait rentrer dans ce rôle d'une façon... c'est-à-dire que sa fonction de garçon de café, avec tout ce qu'on imagine que doit être un garçon de café, va prendre le dessus sur son être à lui, quoi. Son nom circule parmi les hommes, en fait, plutôt sa fonction. Il est garçon de café. Chacun d'entre vous, vous avez des fonctions, des identités. Mais c'est pareil dans le cadre familial. Hein. C'est une chose d'être père ou mère, époux, épouse, sœur. Mais en fait, ça vous capte. Ça vous capte et ça vous fige, en fait, dans une identité toute faite qui détermine les relations. On vient vous voir en tant que mère, en tant que mari, en tant que enfant, en tant que... Et on est tous toujours plus, en fait, ou autre que que la façon dont les autres nous repèrent, en fait. Et c'est ça l'intime. L'intime, c'est l'endroit où on est plus fonctionnel. On n'a pas de fonction, quoi. On sert à rien. On n'a plus de rôle dans la société, et pourtant on existe à cet endroit-là. On existe même surtout, prioritairement, à cet endroit-là. Et donc il y a le décor, et il y a l'envers du décor. Le décor, c'est là où on se croise, c'est comment on se présente. D'ailleurs, on se demande tout le temps qu'est-ce que tu fais dans la vie. On se demande jamais qui es-tu, parce qu'en fait, si jamais on se disait ah bonjour, qui es-tu, waouh, moi je ne sais pas répondre à cette question. Et ce que je trouve génial, c'est que en fait, finalement, et dans des moments comme celui-ci, en fait, c'est on prépare les trucs. C'est-à-dire que toi, ta fonction, ce que tu veux, ce que tu crois devoir faire ce matin, fait que tu prépares de façon très scrupuleuse, consciencieuse, etc. Moi, je sais que j'arrive, j'ai écrit un livre, donc ça me place déjà, ça vous fait imaginer des choses sur moi tout de suite, en fait. Et en même temps, eh ben, de temps en temps, dans des contextes comme ça, on perd ses feuilles, tu vois, elles tombent, en fait. Tout ce que tu as préparé, en fait, on n'a plus vraiment besoin. Parce que on arrive à être dans le décor et dans l'envers du décor en même temps. Et ça, c'est hyper important aussi pour arriver à vivre. C'est de pas être trop, de pas trop adhérer au décor. Ok, il faut être capable de se mouvoir dans le décor et de se rencontrer dans le décor. C'est important, en fait. Ça fait partie de ce qu'on appelle notre vie sociale. Et elle est hyper importante. Et on le sait, parce que quand on décroche la vie sociale, souvent, on est ça a des conséquences psychiques importantes, en fait. Et en même temps, dans ces moments-là, se souvenir qu'on n'est pas que ça, en fait. Et surtout aujourd'hui, où on est dans une société quand même
qui presse beaucoup du côté de l'efficience, de l'efficacité, et où on est quand même non seulement harcelé d'informations, mais en plus on se sent très pressé de rendre des comptes, en fait. Et de se sentir utile, pour le dire autrement. Moi, j'ai été frappée quand j'étais aumônier d'hôpital de ce que, en fait, les personnes... qu'est-ce que ça veut dire être à la retraite? Qu'est-ce que ça veut dire être au chômage? Qu'est-ce que ça veut dire savoir que maintenant, on ne va plus travailler? Et j'entendais des personnes âgées qui me disaient « Mais en fait, je ne sers à rien, je suis un poids. » Voilà, on a tellement intégré le discours social que, en fait, quand tout à coup on a 80 ans et qu'on sait que finalement on va plus produire grand-chose, eh ben, on a l'impression d'être juste un poids mort en plus, un poids. Et c'est triste, quoi. Enfin, c'est difficile parce que du coup, ça veut dire qu'on n'a pas ce nom connu. On a perdu toute forme de vie intérieure, de vie intime, et finalement, je me suis, pendant ce colloque-là, je me suis fait la remarque que on a l'impression que l'intime, c'est ce qu'on ne partage pas. Et que donc, il y a nos fonctions, et puis l'intime, c'est ce qu'on ne partage pas, ou on choisit. C'est pas vrai. En fait, l'intime, c'est la seule chose qu'on peut partager. Les fonctions, on ne peut pas les partager, c'est ce qui nous sépare. On n'est pas les mêmes, on ne fait pas les mêmes choses, on n'a pas la même fonction. Mais l'intime, en fait, c'est l'endroit où on peut se rejoindre. Et c'est ça, l'écriture aussi, pour parler un tout petit peu, 2 secondes, de qu'est-ce que c'est écrire ou lire. C'est pareil, c'est la même activité, quelque part. Parce que lire, c'est écrire un livre avec l'auteur, en fait. C'est le réécrire, c'est-à-dire se dire, c'est exactement ce qu'a fait Lorraine, mais très, très matériellement, elle a réécrit le livre, quoi. C'est, en fait, créer une conversation intime avec quelqu'un, qui en même temps respecte complètement la solitude. On est tous seuls, hein, on va pas se mentir. Hein. Enfin, il y a des limites à ce qu'on peut communiquer. Puis il y a ces petits moments un peu magiques dans la lecture, dans les regards. Et c'est pour ça qu'on perd nos feuilles. Parce que quand on prépare un moment comme ça, on est le garçon de café, quoi. On sait qu'on a une fonction, mais on n'a pas en face... Le garçon de café, normalement, il n'est pas le même en fonction de qui est à sa table. Tout à coup, il y a... Je sais pas, il y a une jeune femme qui est là, donc il tombe amoureux, ça change tout, il va peut-être cesser d'être dans ses codes, sa routine du garçon de café, ou une vieille dame qui ressemble à sa grand-mère et qui lui fait venir les larmes aux yeux, et ça c'est de l'intime, et en fait c'est du partage. Et même s'il y a toujours du malentendu dans ce partage-là, parce que je saurais jamais, personne peut être l'autre en fait, et en même temps on a tellement envie d'essayer de se comprendre, c'est beau, on est joli quand même, on est mignon, on a moi, j'ai beaucoup de tendresse pour notre espèce qui m'agace au plus haut point, mais que je trouve attendrissante, parce qu'en fait, on essaye de se capter les uns les autres, de partager, quoi, en fait. Et je trouve je sais pas si c'est là que tu voulais m'amener. Absolument. Ouais, ok, d'accord. Parce que ça pourrait ne pas, hein, mais en fait, de me dire la semaine dernière que finalement, ce qu'on croit être l'impartageable, c'est peut-être ce qu'on partage le plus, et de façon tout à fait souterraine, sans forcément pouvoir se le dire, juste par des échanges de regards, juste parce que on accepte d'être ensemble dans la même pièce, de perdre ses feuilles, de pas commencer à l'heure, de que sais-je, en fait. Ça, c'est une respiration hyper importante, quoi, en fait. Et de se dire, on n'est pas que ce qu'il y a sur notre passeport et sur notre fiche d'identité, les fiches qu'on remplissait à l'école, et tes parents, ils font quoi, et ces informations qu'on partage pour essayer de situer l'autre. Et en fait, au-delà de ça, il y a de l'intime, et l'intime, il y a une auteure que j'aime beaucoup qui dit « Écrire, c'est aller tout au fond de moi, là où nous existons tous ». Si bien qu'on ne peut pas entendre plus belle chose d'un lecteur que ce qu'a dit Lorraine tout à l'heure, c'est-à-dire c'est hyper touchant pour moi, d'entendre que du coup, c'est comme la spéléo, quoi. Pour écrire, vous descendez en fait à des endroits où tout le monde n'a pas le temps d'aller, ou pas envie, ou pas. On a ce luxe, les écrivains, de pouvoir descendre des fois dans certaines profondeurs et de révéler à l'autre ses propres profondeurs en fait et de pouvoir les partager. Ça, c'est effectivement hyper fort, quoi. Et donc, pour terminer. Pour toi, avant qu'on pose la question à notre public, croire, qu'est-ce que ça change ?
Ça change tout. Ça change... c'est comme ça que je finis. Mais je vais peut-être vous lire la fin, d'accord? Spoiler alerte, dirait mes fils. Mais c'est pas vraiment un thriller, c'est pas un Cluedo, quoi. Vous n'allez pas, normalement... Je ne sais pas où va le monde et je ne suis pas sans inquiétude. Vous voir, ton frère et toi, affronter une époque dans laquelle l'incertitude grossit comme un mauvais nuage, gronde et encombre vos avenirs, cela me serre le cœur, tourmente mes nuits, me met en colère. Mais je me souviens aussi d'autres temps, à l'échelle de l'histoire et de ma propre histoire, où j'ai cru être au pied du mur, et où soudain une porte m'est apparue que je n'avais pas vue, où soudain d'autres se sont réunis pour abattre des murs infranchissables, où avec le temps, l'impossible s'est effrité, où dans la plus noire des nuits, le lait de l'aurore est venu se répandre au-dessus de ma tête, couronnant mon minuscule courage d'avoir tenu bon jusque-là. Car chaque matin où tu te lèves, il y a bien quelque chose que tu crois et qui te met debout. Permets-moi, mon grand, de finir par cette citation de Hannah Arendt. Le nouveau a toujours contre lui les chances écrasantes des lois statistiques et de leur probabilité qui équivaut à une certitude. Le nouveau apparaît donc toujours comme un miracle. Ainsi m'es-tu apparu le jour où tu es né, toi plutôt que personne, toi et pas un autre, maintenant et pas après. Ainsi t'apparaîtra demain toujours nouveau. Et si l'incertitude t'angoisse, il est toujours permis de croire qu'elle joue dans ton camp, car croire, ça change l'incertitude en opportunité. Voilà ce que ça change. Merci beaucoup. Je vous propose vraiment un moment de partage, de convivialité. On a des jeux, on a des chocolats et on a surtout les livres de Marion Muller-Collard qui a eu la grande gentillesse de nous en amener suffisamment pour vous tous. Croire, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change tout et on se réjouit que vous veniez vous rapprocher pour passer un petit moment de convivialité avec nous.